je pense. Allez. Bon. Dos. 12, 13, 14, clap. Cette intervention s'appelle Axiome de la technoticée, penser et agir en transhumain, mais en vérité c'est rien d'autre qu'une petite analyse très courte, et en fait juste je vais vous montrer des citations et puis on va réfléchir à partir d'elles, du verbatim, c'est-à-dire de l'ensemble des citations qui ont été mises à la fin du manifeste des chimpanzés du futur du groupe technocritique de Grenoble qui s'appelle PMO, pièce et main-d'œuvre. Ça va ? C'est juste, en gros, ce que j'appelle les axiomes de la technologie, c'est juste des énoncés abstraits à partir d'un certain nombre de citations. Ils ne sont pas forcément tout à fait directement, logiquement déduits de ces citations, mais ça permettait pour moi de clarifier un certain nombre de choses. Si ça ne les clarifie pas, vous me le dites, et on les modifie, il n'y a pas de problème. Le lien entre le progrès et ma conférence, il est multiple. D'abord, en fait, j'avais commencé à faire une espèce de cours sur l'histoire des considérations concernant la notion de progrès du XVIIIe siècle, au XIXe jusqu'au XXIe siècle, quoi, en gros, avec les évolutions, les paradoxes que ça impliquait. J'en suis arrivé à 2 ou 3 thèses concernant le progrès. Au XVIIIe siècle, le progrès concerne principalement les facultés intellectuelles et les sciences, et décroché de la question du social et du monde. Et donc, ce à quoi on s'attend, c'est une émancipation, une libération des individus et des groupes à partir de l'intelligence, en gros, une espèce de surévaluation de la raison, la lumière. Il y a un petit changement avec l'invention de la sociologie, en particulier à travers Auguste Comte, qui va associer le développement des sciences et des techniques au développement ou à la transformation du monde social. Et associer un certain nombre d'apports historiques différents, par exemple le darwinisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les organismes naturels ne sont pas fixés de toute éternité, mais évoluent dans le temps et sont en quelque sorte sélectionnés par leur milieu en fonction d'un certain nombre d'aptitudes, que ce soit des capacités en gros de ruse ou une certaine capacité de résilience, de résistance, etc. Bref, pour Darwin, les individus, les espèces évoluent en fonction du milieu, et donc elles ont une histoire. Cette évolution est liée à une lutte pour l'existence. Il se trouve que les hypothèses biologiques de Darwin vont avoir une influence sur les conceptions au XIXe siècle, au-delà de la biologie, sur les conceptions non seulement de l'histoire, parce que par exemple Marx va dire qu'au fond il fait comme Darwin pour l'économie politique, et pour les conceptions simplement de ce qu'est une société, comment elle doit fonctionner. En gros, une société, c'est une compétition, une lutte, et qu'au fond, les peuples qui sont en compétition, en lutte, eh bien, certains qui sont plus aptes que d'autres à survivre. Ça donnera des conséquences terribles au début du XXe siècle, que je ne vais pas forcément évoquer tout de suite. Bon, j'avais travaillé sur ça, et les 3 thèses sur lesquelles j'étais arrivé, c'était 1, 18e siècle, le progrès est pensé comme émancipateur, en gros, et fondé uniquement sur la science et les capacités rationnelles. 2, 19e siècle, Auguste Comte, la sociologie, le progrès est fondé sur la transformation via la technique et la science des conditions de l'ordre social, non pas pour l'orienter vers une fin, mais pour laisser son organisme naturel et spontané se développer dans un certain sens, en gros. Et donc il y a une espèce d'ingénierie du social qui est pas forcément positive au sens où on va agir directement sur la nature du social, mais on va essayer d'orienter ou de cadrer un processus naturel d'évolution des sociétés. Bon, c'est très grossier, mais bon, c'est le moment de connexion en quelque sorte au XIXe siècle entre, je pense, révolution industrielle, machinisme, technologie, science, rationalisation des comportements de production, division du travail et forme sociale en général. J'entre pas dans les détails de ce qui se passe au XXe siècle, mais en gros la crise du progrès qui a commencé au XIXe siècle, à partir de ce moment-là, s'intensifie jusque la Première Guerre mondiale et la Deuxième. La crise du progrès, en réalité, c'est pas une vraie crise, c'est la définition même du progrès. Hannah Arendt disait le progrès et la catastrophe sont les deux faces d'une même pièce.
Or, quand elle dit ça, c'est pas une découverte. En fait, c'est pas une invention. C'est pas oh mon Dieu, j'ai critiqué le progrès, j'ai découvert qu'en fait c'est une catastrophe. Non. Ce que dit Walter Benjamin quand il dit que l'ange du progrès est en fait en train de regarder en arrière les ruines de l'histoire qui s'accumulent derrière lui, et que donc en fait le progrès n'est en même temps que destruction, bref, comme s'il y avait une espèce de consubstantialité des deux. En fait, les progressistes du 19e siècle le savent très bien. Ils le savent très bien. Adam Smith, il sait très bien que, par exemple, le développement économique produit de la pauvreté et de la destruction. Tout un tas d'auteurs, mais en fait, comme c'est pas sur ça que je vais faire la conférence actuelle, mais tout un tas d'auteurs vont dire cela. Et donc j'ai commencé à étudier ça et je me suis rendu compte que c'était intéressant d'un point de vue pédagogique, mais que c'était pas stimulant d'un point de vue attaque, critique. Et puis j'avais envie, parce qu'on est en octobre, de parler plus de choses horrifiantes pour Halloween. Et donc je préférais parler d'un certain nombre d'énoncés du transhumanisme. Pourquoi ? Parce que le transhumanisme se présente comme le néo-progressisme, en gros, une nouvelle forme de considération de ce que c'est que le progrès, avec des nouveaux paramètres. Le progrès est plus du tout considéré comme une simple, en quelque sorte, une simple favoriser le déploiement humain de la société humaine et un certain nombre d'éléments intellectuels, sociaux, etc. Mais là, il est carrément allé jusqu'à proposer non plus seulement favoriser, aider, soigner les êtres, améliorer la médecine, etc., mais carrément faire muter les êtres. Et donc passer du soin, de la réparation, en gros d'améliorer les choses, à augmenter les êtres. Autrement dit, le progressisme, si c'est une forme de progrès, évidemment, il faut critiquer cette idée, mais il a changé de nature et c'est ce qu'on va voir, en partie. Ça vous va ? Ok. La citation dont je parle, c'est « Le plus souvent, les barbares assiégés, qui ne connaissent rien aux machines de guerre, regardent paresseusement le travail des assiégeants, sans comprendre à quoi visent ces ouvrages qui s'étendent au loin. C'est précisément ce qui vous arrive. Vous vous engourdissez dans vos biens, et vous ne pensez pas à tant d'accidents qui déjà vous menacent de tous côtés, et déjà sont sur le point d'emporter de précieuses dépouilles. » Il y a un S à bien. Okay. Cette phrase, c'était dans le contexte d'une réflexion morale, et l'idée, faites attention, il va y avoir des dangers dans la vie, vous ne pouvez pas vous lancer avec des principes éthiques, il faut aussi connaître un certain nombre de rapports objectifs dans lesquels vous allez vous insérer. Moi, je la mets là parce que on peut avoir le sentiment, quand on étudie les transhumanistes, évidemment c'est un sentiment qu'on pourrait dire paranoïaque, donc il faut le nuancer, mais on peut avoir le sentiment que ce qui se construit dans un certain nombre de petits cercles intellectuels liés au monde industriel et au monde techno-capitaliste, un certain nombre, on peut avoir une sorte de lent assiégement des concepts et des idées qui nous permettent de définir ce que c'est que une meilleure évolution, une amélioration des choses, un changement de la vie, etc. Et je pense que cette citation permet d'illustrer le type de rapport qu'il faudrait avoir à ces genres d'énoncés. Souvent, dans l'histoire, il y a des énoncés qui paraissent grotesques, absurdes, outrancièrement délirants, et qui, malgré tout, donnent lieu à une forme sociale, donnent lieu à un ordre. Et je pense qu'il ne faut jamais négliger le fait que c'est peut-être grossier ce qu'on va voir, mais c'est aussi peut-être des machines de guerre. Voilà, c'est juste pour dramatiser un peu le début, c'est pas très important. Donc j'ai appelé axiome de la technodyssée. Un axiome, c'est simplement un point de départ d'un raisonnement qu'on ne peut pas normalement démontrer ou justifier, et à partir duquel on développe des choses, des idées. J'ai appelé ça technodyssée. Technodyssée, c'était, en fait, à la base, c'était le titre de ma thèse, ma bourse de thèse, je l'ai obtenue sur un sujet portant sur la technodyssée. J'avais décidé d'appeler ça comme ça pour systématiser un peu les idées. C'était l'idée que, voilà, là je vous présente un peu. La technodyssée, c'est un mot que j'invente, donc vous le gardez, vous le jetez, vous faites ce que vous voulez, mais ça permet pour moi de structurer un certain nombre de choses. Pour moi, c'est vaguement l'ensemble des superstructures science-fictionnelles. Donc, c'est pas forcément les structures matérielles réelles, c'est-à-dire les laboratoires, mais c'est d'abord l'ensemble des superstructures. Superstructure, c'est un mot emprunté au marxisme qui se distingue de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est les modes de production, les machines, les techniques, le capital matériel. Et la superstructure désigne l'ensemble cohérent, en quelque sorte, d'une idéologie, l'ensemble des représentations du social. Bref, l'imaginaire
d'un moment social. Et par technodyssée, moi j'entends plutôt les superstructures science-fictionnelles du capital contemporain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un capitaliste, au moment où il se demande qu'est-ce que je fais de plus que de faire de la plus-value, va commencer à imaginer ou fantasmer. En tout cas aujourd'hui, au XXIe siècle, au début du XXIe siècle. Parce qu'il me semble que malgré le fait que le marxisme a raison, que effectivement les forces économiques, les rapports de production déterminent le courant historique, etc., il ne faut pas négliger non plus les représentations et les fantasmes. C'est pas parce qu'un fantasme peut servir par exemple à vendre mieux un produit que ce fantasme ne va pas avoir plus tard une fonction dans la structuration du social. Et du coup ce qui m'intéressait en décrivant la technodyssée, c'est ces structures, ces superstructures imaginaires, science-fictionnelles. Pour moi, c'est analogue à une critique qu'il faudrait faire, je sais pas moi, de la Bible dans un temps théologico-politique, ou de Homère à l'époque de Platon. Voilà, Homère il dit des trucs sur les dieux, Platon il dit bah non, il faut critiquer ça. Donc en gros c'est analogue à ça, si vous voulez, ce que j'appelle la technodyssée. Bon, ensuite, pour moi, ces superstructures science-fictionnelles, quand on les systématise, elles donnent à voir une espèce de téléologie immanente. Téléologie, ça veut dire finalité, fin. C'est-à-dire qu'apparaît une espèce de but, d'intention générale, qui va se retrouver dans des instances, pour le coup, institutionnelles très concrètes, comme par exemple les réflexions de l'éthique, et les réflexions de l'éthique sont intégrées aux réflexions juridiques du droit, et ensuite, ensuite, au-delà de ça, des laboratoires, des services, un certain nombre de choses, par exemple des laboratoires qui vous permettent, je sais pas moi, d'engendrer un enfant dans une éprouvette, pour le donner de manière caricaturale. Bon, il y a des institutions qui viennent et qui s'articulent à des systèmes juridico-contractuels, systèmes de consentement en gros à un certain nombre de valeurs. Oui, bon, ça on s'en fout, mais on pourrait appeler CSF pour résumer, c'est un capital science-fiction, quoi. Mais là, c'est au sens sociologique du terme. Vous savez, quand on a un capital de culture, bah, les capitalistes ont un capital, un ensemble d'extraction de plus-value, des matériaux, de production, mais ils ont aussi un capital de science-fiction. C'est-à-dire un capital d'imaginaire directionnel. Et c'est ça que moi je voulais analyser à l'époque. Bon, technodyssée, c'est à partir de techné, qui veut dire l'outil, la technique, peut-être même parfois la machine, mais bon, la machine c'est plutôt mécané. Dyssée, ça vient du grec qui veut dire diké, justice, justification, coutume, loi, jugement, procès. En gros, ça veut dire en gros justification de la technique, etc. Je le prends sur le modèle de la théodyssée de Leibniz, dans lequel Leibniz va défendre la justice de Dieu et dire que Dieu n'est pas responsable du mal. Et dans la technodyssée, il y a tous les discours qui se confrontent entre critique et adulateur, apologétique, de la technique. Évidemment, quand je parle de technodyssée, moi, c'est pas comme Leibniz, c'est pas pour justifier le bien de la technique ou la technologie ou de l'état actuel des choses, c'est plus de manière ironique, évidemment. Voilà. Bon, on s'en fout, c'était juste pour présenter un concept. Pour encore surdramatiser le truc, je vais vous parler d'un instrument technique du 5e siècle avant Jésus-Christ, la mécanée. La mécanée grecque, comme vous pouvez voir là sur le schéma, c'est cette petite machine là, on peut la voir aussi ici, qui est en gros une grue qui, dans le théâtre athénien, permettait de faire à la fin de la représentation surgir le Deus ex machina. Vous savez, l'expression Deus ex machina, ça vient du dieu qui sort de la mécanée. La mécanée étant cette espèce de grue qui porte un acteur au-dessus de la scène et qui le fait tomber avec une corde, comme dans l'image ici, et qui le fait tomber comme ça, et il fait, bon, voilà, je résous l'intrigue, quoi. Je tranche le nœud de l'intrigue. Et il se trouve que il y a une charge métaphorique et conceptuelle très forte dans ce concept grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, du théâtre grec, parce que c'est justement ça. Pour moi, ça illustre parfaitement la technodyssée. On a un ensemble, une machinerie mécanique, qu'on appelle la mécanée, qui est en fait un système de poulies, un système technique de mécanisme. Mais qu'est-ce qu'il sert à faire quoi? À faire surgir un dieu, comme si ce dieu était surgi vraiment de la scène, dans la représentation théâtrale, et à résoudre les choses. Il tranche l'intrigue, il y a des problèmes, et ce qui vient solutionner les problèmes, résoudre les problèmes, la crise, c'est le dieu qui sort de la machine. Et je trouve que ce petit objet, quoi, il illustre bien, et il incarne un peu toute la logique de la technodyssée. Toute la logique, donc, en gros, du capitalisme technologisé, etc. C'est qu'en gros,
en accumulant des machines, on va pouvoir faire émerger un Dieu qui résoudra les problèmes. Ce Dieu, il l'appelle de mille noms, mais c'est souvent ou bien assembleur moléculaire, ou bien singularité, c'est-à-dire intelligence artificielle supérieure à l'humain qui va résoudre un certain nombre de problèmes, et qui est souvent vu de manière dramatique, peut-être qu'il va nous punir aussi. Bon. Tout ça, c'est les fantasmes théologico-technologiques, à mon sens, de la technodyssée. Et je trouve que cette machine, étonnamment, elle illustre bien ça. Il se trouve que, en fait, l'idée de faire surgir un Dieu qui vient résoudre les problèmes à partir d'un mécanisme social ou d'un mécanisme technique, eh bien, c'est pas une idée qui apparaît qu'une seule fois dans l'histoire, et pas seulement dans le théâtre, mais elle a apparu à un moment donné dans la théorie de la souveraineté. Et ça m'a intrigué. Oh oui, on voit rien. Bon, après, c'est des interprétations, hein, des commentaires, etc. Ça, c'est les interprétations de Giorgio Agamben à partir des textes de Hobbes. Hobbes étant un théoricien du XVIIe siècle, de théorie politique, théoricien de la souveraineté, qui en gros thématise la monarchie absolue à laquelle on doit transférer sa puissance pour être protégé, parce que dehors, c'est l'état de nature où on s'entretue, en gros, en quelques mots. Et il se trouve que, si on regarde attentivement, c'est quoi l'état pour Hobbes? C'est quoi l'état qu'il appelle le Léviathan? D'ailleurs, que ça s'appelle Léviathan, c'est pas anodin. Mais c'est quoi l'état pour Hobbes? Il se trouve que ça apparaît comme deux choses. Je vais vous lire la citation. Que le Léviathan ait été conçu tel un artefact, c'est-à-dire qu'en fait, un mécanisme collectif, comparable comme Hobbes le suggère dans l'introduction à un automate, ou à une de ces machines mues par des ressorts et des roues comme dans une montre, voilà qui est bien connu. C'est-à-dire, bon, ça c'est la base. On sait que Hobbes est mécaniste, c'est-à-dire qu'il considère que en fait, les interactions matérielles déterminent les choses, et que du coup l'état chez Hobbes va être un ensemble de corps mécaniques reliés entre eux. Voilà qui est bien connu. Mais ce que l'étude de Malcolm, un commentateur, laisse entendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dispositif mécanique, mais plutôt d'un dispositif optique. Et c'est là qu'on retrouve l'analogie avec la mécanique tout à l'heure. Le corps gigantesque du Léviathan, formé d'innombrables petites figures, n'est pas une réalité, fut-elle artificielle, mais une illusion d'optique, a mere phantasm, comme le définissait de façon polémique John Bramhall. Cependant, conformément au prestige croissant de l'optique en ces années-là, comme paradigme scientifique, l'artifice est efficace parce qu'il permet de conférer une unité à une multiplicité. Alors, il faut que j'explicite parce que c'est très dense. Mais en gros, voilà le Léviathan à droite. Vous voyez, là, l'énorme type, là, le bonhomme, c'est le souverain. C'est le Léviathan, c'est l'État. Mais ce qu'on ne voit pas du tout, c'est qu'il est composé d'une myriade de petits hommes. Et que l'État, et que le souverain, là, c'est l'unité de cette multiplicité d'hommes. D'accord ? Et ce qu'on ne voit pas non plus très bien, c'est qu'il est hors de la ville. Et la ville est vide. L'idée pour Hobbes, c'est de faire de l'unité dans la multiplicité. C'est comment on fait un État? C'est en trouvant un moyen d'unifier cette multiplicité de corps dans une espèce de corps abstrait, de corps mystique, enfin bref, le corps de l'État, de celui du Léviathan, pour pouvoir, en gros, gérer les problèmes politiques. Ce qu'on ne voit pas à côté, c'est un petit dispositif d'optique de l'époque. Il y a plein de petites figures dessinées sur un écran. Et si on regarde à travers un petit tube avec des verres à l'intérieur, qui permet, voilà, toutes ces figures, vous les voyez, c'est sur l'écran. Quand vous regardez dans le tube avec les miroirs, vous voyez qu'une figure. Ouais. Et ce dispositif optique peut servir de métaphore pour comprendre la modélisation de l'État par Hobbes. C'est-à-dire que les deux éléments qu'on arrive à... je vais voir ça après. Les deux éléments qui s'adjointent en quelque sorte dans la conception de l'État hobbesien à partir de ce que dit Giorgio Agamben dans son petit article, c'est un mécanisme. L'État, c'est une machine, c'est un dieu corporel, un dieu encore, une machine. Mais cette machine, elle produit une illusion de représentation. Elle unifie plein de petits corps en un seul tout. Corps qu'on ne peut pas voir en vérité, mais qu'on peut voir fantasmatiquement, en imagination. Ce qui est analogique en quelque sorte avec la mécanique, qui elle aussi est une machine qui fait apparaître un dieu comme illusion d'optique. Mais ce n'est pas le même type de régime, et ici,
c'est pour décrire la politique, alors qu'avec Aîné, c'est un vrai mécanisme du théâtre. Bon. On sait que c'est faux. Bref. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la conception hobbesienne de l'État, c'est un mécanisme fait des corps, fait de corps matériels, qui produit cette illusion du Léviathan comme unification de la multiplicité. Bon, c'est très abstrait ce que je dis, je suis désolé. Mais on s'est demandé pourquoi il s'est appelé ça le Léviathan, alors que le Léviathan est associé à l'Antéchrist, donc quelque chose de vraiment pas chrétien, etc. La réponse que donne John Agamben, c'est qu'en fait, l'État est pour Hobbes un moment qui va être dépassé par l'apparition du royaume de Dieu à un moment donné. C'est-à-dire qu'en gros, le mécanisme et l'illusion d'optique anticipent sur l'émergence, un jour, du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en termes... ça, c'est des termes théologico-politiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a bien, encore une fois, comme avec la mécanée, ce rapport d'un mécanisme qui va faire émerger un Dieu. Un mécanisme qui anticipe et qui, d'une manière plus ou moins miraculeuse, Deus ex machina, va faire sortir le royaume de Dieu. On fait d'abord un royaume terrestre mécanique, duquel va sortir un royaume de Dieu. Et je pense que ça, c'est très profondément ancré dans la vision, dans la vision de la technodicée. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire remonter à ça, mais l'idée même que, en fait, on s'en fout de ce qu'on fait, on fait, et va émerger quelque chose qui est quelque chose comme un Dieu. Enfin, un Dieu, évidemment, il faut le reformuler, mais voilà. Donc, note sur ces deux dispositifs, voilà, j'ai appelé ça des dispositifs métonymiques de la technodicée, parce que par métonymie, ça désigne un peu les types de fantasmes qu'ils peuvent avoir, et ça s'incarne dans des petits moments historiques, matériels, concrets. Alors, je vais peut-être passer vite là-dessus, parce que c'est pas la peine. Mais en gros, je vous ai dit ce qu'il fallait, quoi, de là-dessus. Donc, maintenant, on va parler des axiomes qui structurent cette conception de la technodicée. Premier axiome, la technodicée ne prolonge pas le donné, la nature et la vie, ne la prolonge pas, ne la tire pas, elle s'y substitue. Et ça, je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que c'est plus ça, le rapport de la technologie dans le cadre du transhumanisme, que celui de prolongation de la nature, correction de la nature, ajustement de la nature. C'est-à-dire que, évidemment, il y a l'idée de on va corriger les défauts de la nature imparfaite, etc. C'est extrêmement profond. Mais ce à partir de quoi ils veulent pouvoir faire ça, c'est en se substituant aux mécanismes fondamentaux de la nature. Non pas en reproduisant et en activant des mécanismes de la nature elle-même, mais en créant des machines et des artefacts qui sont capables de faire comme la nature. Le corrélat, c'est le donné, la nature, la vie, ne pourvoient pas les transhumains, ce sont les transhumains qui viennent en aide aux données, à la nature et à la vie. C'est-à-dire que pendant un certain temps, jusqu'au 19e siècle, en gros, la nature, c'est plus ou moins, c'est très caricatural, mais la nature c'est plus ou moins un donné, donc duquel on va obtenir quelque chose comme un bénéfice. À un moment donné, ce ne sera plus que de la matière, mais ce sera quand même quelque chose, et ça va nous enrichir en quelque sorte. C'est ça qui vient aider les hommes à vivre, etc. Là, avec le transhumanisme, c'est l'inverse. Les transhumanistes et la technologie, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de dire on va aider la nature. La nature est imparfaite, la nature n'est pas finie, la nature manque de plein de choses. En fait, on va se substituer à ces mécanismes fondamentaux, et puis on va l'aider à aller plus loin, à faire autre chose. Et c'est pas forcément la prolonger, c'est parfois même inventer des trucs qui n'existaient pas. Alors qu'avant, c'est soigner des corps fatigués, maintenant, ça va être créer des corps qui n'existaient pas auparavant. Comment il compte faire ça ? Alors ça, c'est des fantasmes, c'est un mélange de technologie et de science-fiction. Eric Drexler, qui est nommé le père des nanotechnologies parce qu'il a écrit un livre qui s'appelait Nanotechnologie, etc. Mais en fait, ce mot apparaissait avant dans d'autres ouvrages. Eric Drexler, c'est un des premiers à proposer un espèce de truc tout petit, tout bizarre, qu'il appelle l'assembleur moléculaire. Et il considère que l'assembleur moléculaire, si je lis la citation, apportera une révolution sans précédent depuis l'apparition des ribosomes, les assembleurs primitifs des cellules. Autrement dit, créer un assembleur moléculaire, c'est avoir un ribosome artificiel. Les ribosomes, on va voir ce que c'est. Les nanotechnologies résultantes pourront aider à la vie à se répandre au-delà des limites de la Terre, un événement unique depuis que la vie s'est répandue à travers les mers et les continents. Elles pourront permettre l'émergence de l'intelligence dans les machines, une évolution sans précédent, depuis qu'elle a émergé chez les primates. Et elles permettront à notre esprit
de renouveler et de remodeler notre corps, un événement sans aucun équivalent. Alors, plusieurs éléments que je veux noter dans cette citation. Premièrement, l'idée qu'on va faire une révolution qui va faire émerger quelque chose d'aussi exceptionnel que l'émergence des ribosomes, c'est-à-dire de l'émergence d'une première forme d'unité de vivant qui a permis de produire et de faire fonctionner les cellules et de les faire fonctionner ensemble. Autrement dit, d'abord, il y a une espèce d'équation entre la technologie et l'inventivité de la nature, en quelque sorte. La nature produit des choses, l'homme peut produire une chose qui est pareille, qui fait la même chose, et qui est aussi révolutionnaire que la nature, premièrement. Ensuite, la suite est assez intéressante, puisqu'il dit « on va aider la vie à se répandre au-delà des limites de la Terre ». Autrement dit, l'homme ne développe pas une technologie uniquement à ce moment-là pour lui-même, ou pour aider pour la médecine, pour la production, pour l'économie, mais pour aider la vie. Que la vie a besoin d'aide, il faut la soutenir, et pour aider quoi de la vie? Son expansion, qu'elle se répande partout. Comme si, et c'est beaucoup plus mystérieux comme expression que quelqu'un qui nous dit banalement moi je veux soigner les gens avec ça, tu vois. C'est aider la vie à s'étendre dans l'univers. Bon. Et encore une fois, c'est exprimé sous une tournure, un événement unique qui n'a jamais eu lieu, quoi. Une espèce de nouvelle étape dans le processus, dans les différents moments d'émergence de nouvelles réalités. Il y a eu la matière, de la matière est née la vie est née l'intelligence, de l'intelligence va peut-être naître des assembleurs moléculaires capables d'aider la vie à se prolonger, ainsi de suite. Alors, le mot émergence est très important, j'en parlerai pas en détail, mais il y a toute une théorie de l'émergentisme qui est rigoureuse, scientifique, qui pose des problèmes intéressants. Et puis il y a l'usage de l'émergentisme comme espèce de possibilité miraculeuse d'apparition de choses aidantes pour les hommes via la technologie. Encore une fois, c'est toujours pensé comme une évolution sans précédent, comme un événement sans équivalent, qui aboutit à quoi? À permettre à notre esprit de renouveler et de remodeler notre corps. En gros, l'invention des assembleurs moléculaires va permettre à la fin d'être capable, en gros, d'être un esprit, pur esprit, capable de modifier la réalité matérielle en son entier, c'est-à-dire même de notre donnée corporelle et instinctuelle. Ok. Alors lui, c'est lui, Eric Drexler, on le voit sur la photo, avec sa bouche ouverte, étonné, il a l'air content, etc. Et à côté, j'ai mis une coupe de cellules. Ce truc-là, en 3, c'est les ribosomes. Et lui, il veut faire des ribosomes synthétiques. Donc, a proposed device able to guide chemical reaction by positioning reactive molecules with atomic precision. Alors, ça a été beaucoup critiqué comme naïf et stupide et aberrant. Mais en gros, l'idée, c'est que les ribosomes synthétiques qu'il veut inventer, les assembleurs moléculaires qu'il veut inventer, entre parenthèses, c'est trop cool de lire les textes de ces gens-là parce que c'est de la métaphysique, mais faite avec des fantasmes techniques. Enfin, je vous montre après. Mais là, en gros, ce que serait capable de faire l'assembleur moléculaire, c'est guider un ensemble de réactions chimiques en sélectionnant et en permettant certains atomes de se connecter entre eux, une espèce de petit ouvrier de l'infiniment petit. Je vous montre à quoi ressemble. J'ai extrait de Kinematic Self-Replicating Machine, un traité de Robert Freitas et Ralph Merkel, qui en gros résume toutes les tentatives pour faire un assembleur moléculaire, toutes les versions, toutes les machines possibles. Et là, je vous montre une image de celle qui est d'Eric Drexler, et vous allez rigoler, quoi. Genre, voilà à quoi ressemble un assembleur moléculaire. Genre, évidemment, avoir une représentation d'un assembleur moléculaire qui est censé traiter des atomes, c'est un truc qui non seulement n'a pas de sens pas un sens tout à fait clair en termes de physique, mais bon voilà une représentation de l'assembleur moléculaire. Moi je dis rien, je vous laisse commenter vous-même à quoi ça ressemble. À côté à droite, il y a 10, 15, et il y en avait beaucoup plus, de versions de ces assembleurs moléculaires capables de se répliquer eux-mêmes, de se construire, d'en construire des plus gros ou d'en construire des plus petits, etc. On ne voit pas très bien, mais en gros il est plus ou moins composé, il est un peu plus gros qu'un ribosome, parce qu'un ribosome ça fait 300 000 atomes, et eux ils ont prévu que ça fasse 4 millions d'atomes. Bon. Et du coup ce serait un espèce de truc avec une poussée. Bon, je ne peux pas expliquer en détail mais comment ça fonctionne. Je vous ai mis un petit descriptif là en anglais, si vous voulez je vous le lis. Mais en gros, behind the box sits a device that reads the tape and provides mechanical signs
signals that trigger arm motion and to change. En fait, c'est un petit bras. In front of the arm sits an unfinished structure. Donc il y a un petit truc à travailler, quoi, à construire, une structure pas finie. Conveyors bring molecules to the assemble system. Donc il reçoit de la matière première moléculaire, comme une petite usine. Ils appellent ça des nano-usines. Some supply energy to motors that drive the tape reader and arm, and others supply groups of atoms for assembly. Bon bref, on reçoit des atomes et on construit en fait des mondes à l'échelle atomique. Atom by atom or group by group, the arm move pieces into place as directed by tapes. By the tape, chemical reaction bound them to the structure on contact. This assembler will work fast. Donc son fantasme c'est que ce soit ultra rapide. As fast enzymes such as carbonic anhydrase, or on s'en fout, can process almost 1 million molecules per second, even without conveyors and power-driven mechanism to slap a new molecule into place as soon as an old one is released. Pourquoi j'avais mis cette citation? C'est pour ce qui suit. C'est pour l'anthropomorphisation de cette même machine. A human arm can flap up and down several times per second. Et bon, en gros, c'est pensé comme un petit bras humain, mécanisé, microscopique, qui assemble des atomes. For an assembler arm to move a mere million times per second would be like a human arm moving about once per minute, sluggish. Bon, en gros, j'ai fait un petit point sur l'assembleur moléculaire parce qu'on a l'habitude d'insister plutôt sur la singularité, l'intelligence artificielle, mais l'assembleur moléculaire, c'est aussi un truc qui reçoit beaucoup d'argent, de beaucoup d'institutions, beaucoup de financement pour le trouver, pour le mettre en place, alors même que théoriquement, ça reste théorique, quoi, ça reste de la mécanique théorique, de la mécanique synthétique, comme on le dit, comme il l'appelle Drexler. Et bon, c'est un fantasme, mais c'est intéressant de voir que ça joue à l'idée d'avoir des micro-robots assimilables et identifiables à des éléments de la nature. Mais j'y connais rien, mais au niveau physique. Ouais. Est-ce que genre c'est réalisable, c'est théoriquement réalisable? Il y a des gens qui ont littéralement dit non, ça n'a aucun sens. Mais il y en a d'autres. Ça n'a aucun sens et c'est vraiment un fantasme de science-fiction. Exactement. Et d'ailleurs, donc c'est même pas au niveau théorique, c'est vraiment au niveau du texte que tu as présenté. Oui. Et ce que font les gens au niveau moléculaire, c'est des choses très différentes. Ils font des choses fabuleuses, mais ils sont très loin de faire ça. Ils font tourner des petits trucs, des petits moteurs, mais il faut imaginer qu'à l'échelle moléculaire, la vision mécaniste, elle ne fonctionne pas parce que tu as le bruit thermique constamment. Il faut imaginer qu'au contraire, tout est sujet à un mouvement brownien, etc. Donc l'analogie mécaniste, elle est complètement inepte en fait à cette échelle-là. Leur but, c'est d'orienter la recherche, donc de mettre en fait un cap à la recherche. Donc ils font de la science-fiction en se disant la recherche va rattraper. C'est ça exactement. Exactement, et ça fait partie des fantasmes. Ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est à la fois l'outil qui fantasme, qui est un fantasme, mais aussi comment il présente l'outil. C'est ça, la rhétorique qui est autour de l'outil. Et du coup, tu arrives à avoir des financements et de l'argent sur un projet qui est viable, qui est juste une idée en fait. Si je peux me permettre une remarque, Eric Drexler, c'est en 86, et c'est un mec, un ingénieur journaliste, pas tellement expert dans ce domaine-là, qui a écrit son bouquin. À mon avis, mon interprétation, c'est pour impressionner l'armée américaine et avoir du fric. Oui, donc, complètement. En faisant des promesses, parce que à cette époque-là, il y avait encore un peu de guerre froide, et ils étaient prêts à financer tout et n'importe quoi. Donc je pense que derrière ce texte, à l'origine en tout cas, il y avait de la mauvaise foi et des gens qui ne croyaient pas vraiment à ce qu'ils racontaient, dans l'espoir justement de faire... puis ils ont peut-être fini par y croire. Disons qu'après, il n'y a pas que lui. S'il y avait qu'un mec qui a voulu avoir de l'argent à un moment, ce qui se trouve, c'est qu'après, ce que montre le livre de Kinematic Self-Replicating, des gens qui adorent, qui sont dans la même vibe d'idées, c'est qu'il y en a des dizaines de milliers de projets similaires, enfin pas de milliers, j'exagère, mais il y en a beaucoup. Et non mais attends, il y a une différence entre être auto-répliquant et faire l'espèce de ribosome artificiel. Oui, non, clairement. C'est très différent. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, les machines réplicateurs. Mais il y a plein de versions en gros de ce truc. Et on va dire que c'est un des premiers à se formuler en 86 et après qui ont suivi. Il y a une chronologie du truc. Mais là, je l'ai pas fait, c'est parce que... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as appliqué ça dans un bouquin de Piels et Mander, et précisément dans ce bouquin, ils prennent au premier degré ce discours-là. Ah ouais, tu penses? Ah bah oui, ils ont repris par exemple, dans ce bouquin, tu as la menace
chassent des nuées grises comme ils sont Ah autoréplicants. oui, je me rappelle de la métaphore. Et ça, je te garantis, en tout cas en 2005, quand il y a eu l'implantation du centre de nanotechnologie à Grenoble et qu'il y a eu des émeutes à Grenoble contre ce truc, les fantasmes qui étaient pris au sérieux. Les gens pensaient réellement que des nuées de nanorobots allaient dévorer le monde. Mais justement, gardez à l'esprit que les trucs que je vous montre, ça fait partie de ce que moi je pense être un imaginaire, c'est-à-dire des fantasmes, comme tu dis, mere phantasm, une espèce d'illusion d'optique fondée sur la mécanique, quoi. C'est pour ça que je vous parlais de la mécanique, du process mécanique, tout ça. Donc, je vous montre pas des trucs que je pense être réels, et effectivement, quand PMO, parfois PMO a tendance Il manque totalement de recul à sur cette spéculation. à croire trop le truc, quoi. À tomber dans le discours idéologique, en fait, en quelque sorte. En fait, quand je voulais faire la thèse sur la technologie, je voulais faire discuter les fantasmes de ceux qui critiquaient aussi. C'est-à-dire, les critiques aussi étaient dans le même fantasme avec une action, avec des postulats similaires. Et c'était mon but, c'était de faire un conflit en montrant, en fait, ils ont quand même des fantasmes qui partagent. Deuxième axiome de la technodyssée, ou du transhumanisme, tout énoncé sera technologiquement pris à la lettre. Corrélat, tout sens figuré est aussi, en tant que figure, un sens propre, en tant que figuré, c'est-à-dire il peut être produit. J'explique. Il y a un côté, mais là, bon, très idiot du transhumanisme, mais vraiment abruti. C'est-à-dire que des énoncés qu'on formule généralement de manière métaphorique, ou même pas forcément métaphorique, mais qui ont un autre type de référentiel, ils le prennent, je vais dire, à la lettre. Mais quand je dis ça, j'ai hésité à mettre cet axiome-là, cette forme-là. En vérité, c'est à la lettre dans un certain type d'ontologie, c'est une certaine manière de concevoir les choses. Nous, on a l'impression que le plus tangible, c'est ce qui est solide. On a une espèce de fantasme qui nous fait croire que réel peut être égalisé, en quelque sorte, à dur. Plus c'est dur, plus c'est réel. Une espèce d'atomisme, en fait, fondamental, qui est un peu spontané. Spontanément, on se dit, le plus réel, c'est ce qui sera insécable. C'est le truc qu'on ne pourra pas casser. Évidemment, c'est qu'un truc un peu empirique, un peu spontané. On se dit, voilà, la table est plus dure qu'un pétale, qu'une toile d'araignée, qu'un petit courant d'air. Et il y aura une sorte de hiérarchie des solidités, quoi. Et dans le transhumanisme, je dis pas que c'est exactement la même chose, mais il y a une espèce de truc où, dès qu'on va proposer quelque chose, formuler une belle idée, ils auront une conception de cette idée, ou parfois une idée horrible d'ailleurs, ils auront une vision de cette idée qui est technologique, c'est-à-dire qui est réalisable, et je vais vous montrer les citations. Il y a plusieurs exemples, des exemples polémiques, problématiques. Premier exemple, par exemple, voilà, alors lui c'est un type que je connais pas très bien, mais normalement c'est un penseur de gauche, mais il s'intéresse aussi à ces questions technologiques, etc., Philippe Marière. Et la biologie de synthèse est une forme radicale d'altermondialisme. Elle consiste à dire que d'autres vies sont vraiment possibles, en les changeant de fond en comble. Alors, dit comme ça, on ne voit pas trop, mais d'autres vies sont vraiment possibles. Ils ne sont pas en train de dire on peut changer nos formes de vie, vivre différemment. C'est pas changer ta vie, là, c'est changer la matrice génétique de la vie. C'est genre, d'autres vies sont possibles, c'est on va ingénier par synthèse biologique d'autres vivants. Et cette espèce de littéralisme des expressions changer la vie, en fait, c'est changer ce qui fait la vie. C'est quoi la vie ? C'est du génome. Le génome, du coup, on va le changer. Et puis voilà, on aura changé la vie. Il y a une espèce de truc qui parfois est assez fou. Alors là, c'est un autre truc. Bon, ça, c'est moins intéressant parce que c'est pas trop incroyable. C'est juste, je sais même pas qui sont ces gens. Mais simplement, ils ont le même type d'expression. Ils vont carrément dire changer la vie au sens propre et non plus au sens figuré, créer des espèces nouvelles, adopter des clones humains, sélectionner nos gamètes, cultiver nos corps, apprivoiser nos germes, dévorer les festins transgéniques, faire don de... C'est juste pour dire qu'il y a cette tendance à la littéralisation, on peut la trouver ailleurs. Ça, c'est deux exemples. Je voulais vous donner un exemple un peu bizarre, qui était Pygmalion, qui, bien sûr, peut être lu, le mythe de Pygmalion. Le mythe de Pygmalion, c'est en gros un type qui va façonner une femme de terre, de boue, de glaise, etc., qui va galater. Et alors, on peut l'interpréter comme un truc, 1000 trucs différents, quoi, genre processus artistique, on peut l'interpréter comme un truc misogyne, on peut l'interpréter comme un truc où le mec cherche à se faire une poupée sexuelle, un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus la technologie avance, au lieu de critiquer les structures misogynes, l'objectivation, la réification, ils vont dire
En fait, on peut même vous faire des vrais objets femmes. C'est-à-dire, on peut fabriquer des femmes-objets, mais littéralement. C'est-à-dire, on peut vous faire des sexes robots avec intelligence artificielle, compassion, beaucoup plus sympa qu'une femme. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, il y a une espèce de rapport complètement délirant à la littéralité des trucs. On vous dit, vous réifiez, enfin, on dit, voilà, le masculinisme, la masculinité, le virilisme, en gros, la misogynie globale, a tendance à réifier les femmes, mais bien, et d'autres choses, mais voilà, les femmes considérées comme les femmes comme des objets. Ce que nous font les transhumanistes, certains transhumanistes, certains startups capitalistes, à l'aide de l'intelligence artificielle et certaines technologies, c'est de nous produire des objets femmes, c'est-à-dire ça existait déjà avec évidemment avec les poupées gonflables, les trucs comme ça, même la prostitution à la base. Mais il y a une espèce de mouvement où genre on continue, tu vois, sur l'énoncé de base qui est une femme objet, puis on arrive à une vérité. Genre, c'est vrai que maintenant on a des femmes objets, c'est-à-dire qu'on a des sexes robots intelligents qui agissent, qui parlent et qui sont des objets, mais qui sont des femmes, enfin qui fantasment de plus en plus proches d'une. Et c'est ça que je veux énoncer dans l'axiome de littéralisation, de prendre un truc figuré et de le rendre propre. C'est effrayant. C'est tout à fait dans l'esprit du roman de Laurent Alexandre que j'ai amené ici. Ah oui, c'est vrai. Tu veux pas rappeler un peu, en 2 mots, son fantasme de Laurent taré? Alexandre, c'est un type qui se présente pas comme transhumaniste. Au contraire, il présente ces technologies comme devant inévitablement arriver. Et il aime bien prétendre qu'il est un lanceur d'alerte. Mais en réalité, quand vous lisez par exemple ses romans au lieu de ses essais, vous verrez que ces fantasmes sont exactement de cette nature-là. C'est une version, c'est un masculinisme complètement hallucinant. Donc, je vous laisse feuilleter ce truc quand vous aurez du temps libre. C'est vraiment un exemple frappant de tout ce que tu racontes. Oui. Enfin, genre, ça ne se rapproche pas non plus de la femme objet, mais de l'idée de la femme que se font les masculinistes précisément. Parce que c'est pas plus de femmes que. Vas-y. Bah, genre les poupées qu'ils créent ne sont pas des femmes telles que moi, Julie. Oui, évidemment. Mais, Bien sûr. Clairement pas. J'ai pas dit qu'il faisait des femmes. Ce que je veux dire, c'est qu'il. C'est un livre du fantasme au carré, si tu veux. Genre, c'est le fantasme de l'accomplissement de la quête et le fantasme de la femme. Parce que c'est tel que il se la représente. C'est pas tel qu'on est. Évidemment, je suis complètement d'accord. De toute façon, c'est un ensemble de délires, en fait. Enfin, c'est pas des trucs, les gens, ils ont pas de rapport avec des humains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils préfèrent un sex doll, tu vois. C'est parce qu'ils veulent pas avoir un rapport avec un vrai humain, ils veulent un truc adapté, quoi. En fait, la technologie, c'est la matérialisation de leur imagination. Exactement. On pourrait même dire de leur ontologie. Exactement, c'est ça. C'est la matérialisation. Enfin, grâce à la technologie, ils articulent le fantasme au réel. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a d'autres exemples que je pourrais inventer, mais genre par exemple, le mouvement qui va du livre, en gros, de l'aventure, du roman, qui en passe par les petits théâtres animés microscopiques du 19e siècle, jusqu'au cinéma, puis les salles de réalité virtuelle, et ainsi de suite. Il y a quand même un mouvement technologique où les structures du fantasme, on essaye de plus en plus d'en faire des espaces du monde, et de plus en plus nous foutre dans un espace de fantasme. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu caricatural évidemment, mais la réalité virtuelle, par rapport au cinéma, c'est beaucoup plus dynamique que le roman par rapport au cinéma. Après, c'est pas du tout les mêmes structures, les mêmes supports, les mêmes choses, mais globalement, il y a une espèce de tendance dans le mouvement transhumain, mais aussi le mouvement de pro-technologique à outrance, etc. L'idée que, en fait, tous nos fantasmes seront réalisés, quitte à être réalisés de manière virtuelle, dans une salle de réalité virtuelle, et avec un objet qui n'existe pas. Mais vous voyez un peu le truc, et d'ailleurs, les autres, j'ai pas mis toutes les citations, mais il y en a qui disent, on va plonger ce sera beaucoup plus cool quand on plongera les hommes dans des états de stase avec des électrodes, et on leur Matrix quoi, on leur produira le meilleur monde possible, et tout le monde sera content d'y aller quoi, quand ils auront à choisir entre s'allonger dans une bassine et être dans le meilleur monde possible, onirique, ou dans le réel. Bon bref, il y a plein de choses comme ça. Mais évidemment que pour moi, pour moi ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, il y a un monde réel ce sera peut-être des poches de réalité bizarres, mais bon, bref, ça n'a pas de sens. Mais bon, on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais mis là? James Hughes, libéré de l'oppression par la norme. Ah oui, encore une fois,
derrière cet axiome de littéralisation, il y a une espèce de truc paradoxal. Parce que par exemple, le sex doll, ben, eux, ils le prennent souvent comme un truc émancipateur quand même, parce que comme ça, il n'y aura plus de prostituées réelles, on aura que des prostituées robots. Puis après, ils inventent des droits pour les prostituées robots, pour ça, ils y vont à l'infini, quoi. Mais et là, pareil, cette citation est intéressante parce que je vous la lis et je vous explique après. Les naissances assistées technologiquement, ce qui inclut éventuellement les grossesses artificielles, libéreront les femmes de la nécessité d'être porteuses nécessaires et vulnérables de la prochaine génération. La liberté morphologique, la possibilité de changer son corps, y compris nos capacités, poids, sexe et caractéristiques raciales, réduira les oppressions basées sur le corps, handicap, grosseur, sexe et race, aux préjugés esthétiques. Donc ce sera en gros des préjugés esthétiques plutôt que des oppressions. Le délire, c'est quoi? C'est pas putain, il faut pas être raciste, il faut une nouvelle manière de se voir, de se mettre en rapport les uns. Leur délire, c'est en fait, il y aura moins d'oppression parce qu'on pourra changer de corps, ce sera plus facile, on pourra devenir noir, blanc, chinois, assez vite, assez métamorphé, de manière presque métamorphique. Évidemment, c'est encore n'importe quoi, mais... et du coup, cette possibilité-là fera qu'il y aura moins de légitimité au racisme, moins de fondement au racisme. Mais il n'y a pas de fondement au racisme. Il n'y a pas de fondement biologique, naturel au racisme. On est dans un fantasme qui vient réfuter un autre fantasme, quoi. Ça n'a aucun sens. Et du coup, l'idée de l'émancipation, de la libération des femmes ou de la libération des races, des gens racialisés ou des minorités, etc., c'est, en gros, transformez-vous en autre chose. Et c'est presque une sorte de conception assimilationniste, totalitaire, complètement démentielle, où genre, c'est quoi libérer les femmes? Ben c'est pas faire en sorte d'avoir des rapports égalitaires, composer ensemble, voir ce dont on a besoin, peut-être de temps en temps changer un corps, pourquoi pas, mais non, libérer les femmes, c'est plus la peine d'enfanter dans votre ventre, vous pouvez enfanter ailleurs. Ça n'a pas de sens. Et si des femmes veulent enfanter ailleurs, ok, mais c'est pas une libération. La libération, c'est pas comme ça, c'est dans les rapports, c'est dans la suspension des rapports de domination, d'autorité et des institutions d'oppression. Et justement, ces concepts de liberté morphologique ou de libération par technologique me paraissent très galvaudés. Et on va voir dans la suite, en fait, ils veulent même pas du tout libérer. Enfin, certains d'entre eux, évidemment c'est un système de pensée hétérogène, c'est pas cohérent, mais vous allez voir certains d'entre eux, ils veulent pas. Une autre littéralisation absurde, c'est qu'il y a une forme d'antispécisme dans le transhumanisme, mais qui est complètement absurde, genre c'est littéral, c'est-à-dire que l'antispécisme, c'est un système critique de la domination d'une espèce sur les autres et du fait de manger des autres animaux et de s'accorder le droit de les tuer à partir de valeurs qui disent qu'en fait, si on est plus fort et plus intelligent, on peut soumettre et détruire l'animal. On a beaucoup de textes. C'est un corpus de critiques d'un certain nombre de rapports aux autres êtres. Eux, ils vont être carrément plus... Allez, encore une fois, littéral. Le concept même d'espèce n'est sans doute plus adapté pour comprendre notre avenir. Biologiquement, l'espèce est définie par la faculté qu'ont les individus d'un groupe à se reproduire entre eux, mais pas avec ceux d'un autre groupe. Or, la technologie, en combinant le matériel génétique des plantes, d'animaux et d'humains, permettra de franchir ces barrières. À mesure que le matériau devient plus malléable, l'idée d'espèce fixe devient problématique, et le critère de reproduction perd son sens. Il faut souhaiter que notre cercle éthique s'agrandisse aux animaux et aux formes de vie transhumaines, mais cela voudra dire aussi qu'on abandonne le concept étroit d'Homo sapiens. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est que du coup, il y a une espèce de truc où il faut élargir aux animaux, aux autres êtres, quelque chose qui par ailleurs existe très bien au tout début du livre de Johannes Paul Foute sur le nazisme, on ne rentre pas dans les détails, mais ce truc, c'est au nom du fait que les espèces n'existent plus trop parce qu'on peut modifier les espèces. Enfin, c'est un antispécisme complètement délirant parce que c'est... En gros, il n'y a plus d'espèces, mais c'est parce que nous, on a modifié les espèces. On a pris les animaux, on les a modifiés, tu vois, on les a hybridés, on a changé les trucs, il n'y a plus d'espèces. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, l'antispécisme, c'est censé être... Mais non, c'est des êtres spontanés qui ont une autonomie, une plasticité propre, mais pas une plasticité infinie. Et genre, on les reconnaît, on vit en harmonie. Enfin, voilà. Bon. Ça sent bon, quoi. Quoi? Moi, je rigolais parce que ça sent bon, quoi. Oui, ça sent bon. Je suis désolé de parler d'antispécisme alors qu'il y a des steaks qui se cuisent. Je voudrais faire un commentaire technique d'universitaire sur ce monsieur Bostrom. Oui. On change de catégorie par rapport aux autres, parce que les autres c'était des journalistes, des rigolos, des illuminés, des écrivains. Oui, exactement. C'est un type qui a un poste dans une université anglaise et qui est lourdement financé alors par des fondations privées. Mais c'est un exemple typique de comment les milliardaires de la Silicon Valley financent ce genre de recherche. Là, il y a un vrai danger, pour le coup, avec autour de cet institut qui s'appelle Institut pour le futur de l'humanité, ouais, Humanity Plus.
là, on change de catégorie, ça rejoint oui, ça rejoint aussi des cercles libertariens et des gens qui s'approprient aussi la science, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'entrisme dans la vulgarisation scientifique pour essayer de promouvoir ce genre de valeurs. Exactement. Oui, et donc vous pouvez lire le bouquin de Foucault, Aurel et Laurence, qui s'appelle Les gardiens de la raison. Vous allez voir des gens comme ça apparaître dans les grandes controverses sur, je sais pas, le glyphosate ou les trucs comme ça. Il y a de plus en du coup le truc que j'avais construit de manière à ce qu'on ait de plus en plus des types universitaires ou placés, mais bon, je vous montre un peu, ou des chercheurs immédiatement dans leur domaine. Quatrième moment, c'est assez simple, pour les transhumanistes, l'homme, c'est pas un truc signifiant. C'est possible de critiquer l'idée d'humanisme, d'humanité, etc. Mais eux, ils ont une autre critique qui est... À l'époque de l'humanisme, l'homme était divers. Et je ne sais pas si vous avez lu Pic de la Mirandole, mais c'est un espèce d'être ondoyant qui peut prendre une qui est protéiforme. C'est-à-dire peut changer de forme à l'infini, etc. L'humanisme dit ça, encore à certains humanistes. Les transhumanistes disent la même chose, mais littéralement. C'est-à-dire on peut vraiment modifier notre génome, changer notre corps par notre esprit. Et finalement, ils en viennent à dire, finalement, l'homo sapiens, c'est une espèce surannée, passée, l'homme est obsolescent. La conséquence, c'est que l'homme, il les voit disparaître pour plusieurs raisons. Soit il ne se transforme pas, c'est-à-dire il n'accepte pas le mouvement génétique, et ça c'est Laurent Alexandre qui va dire des trucs comme ça, ou d'autres gens, je vais vous montrer. Soit, du coup, ils deviennent les vaches à lait du futur, ou les chimpanzés du futur, enfin bref, une sorte de bétail humain inférieur. Soit ils deviennent des post-humains, des transhumains, donc les hommes augmentés, plus vigilants, plus rapides, plus lucides, qui dorment moins, qui sont pas malades, qui n'ont pas de pathologie mentale. J'ai pas mis toutes les citations, il y en a certaines trop bien où ils disent « Qui est-ce que vous voulez embaucher ? Un type qui a des névroses et qui a du mal, qui est mal dans sa peau, ou un être parfaitement rationnel qui accomplira les tâches sans problème, etc. » Il y a vraiment des trucs comme ça, tu te dis ok, on voit pourquoi ils veulent des hommes plus, tu vois, parce que le mec se plaindra pas, tu vois. Bon. Alors, ça, est-ce que c'était... Oui, là, c'est juste une citation parce que je trouve ça marrant. Les chauvinistes humains, certains humains ont une vision vraiment égocentrique, qui sont des chauvinistes humains. En gros, ils considèrent que le surhomme, c'est pas cool, que ça va être un robot, mais il va pas être bien parce qu'il va être juste un robot. Et là, il dit, mais si on n'inversait pas le problème, pourquoi ne pas tout remplacer, c'est-à-dire transporter un cerveau humain dans un corps robotique ? Cette solution nous libérerait de l'essentiel de nos limitations physiques. Malheureusement, elle ne changerait rien à notre principal handicap, l'intelligence limitée du cerveau humain. Alors, il y a un paradoxe total dans le transhumanisme, c'est que l'humain est capable, de devenir Dieu dans la nature, et en même temps, il est très nul. Genre, il est imparfait, il a une intelligence ridicule, il est capable de rien, et il faut absolument l'éliminer. Il y a une espèce de tension entre l'homme est simultanément un ingénieur divin et Je suis un peu perplexe là-dessus, parce que précisément l'argumentation transhumiste, c'est-à-dire que l'humain, ça n'est pas le sapiens. Oui. L'humain, c'est l'être qui est capable de se générer en plus que son devenir biologique. Donc cette contradiction, c'est justement l'opposition sur laquelle eux reposent. C'est qu'il y a ceux qui accepteront l'humanisme du pic de la Mirandole, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un devenir indéfini, et ceux qui s'attacheront à des limites biologiques et qui s'auto-identifieront alors essence de sapiens, pour le résumer. J'aime bien cette idée, mais c'est pas du tout vrai, je vais te montrer la suite. Déjà, tu regardes ces citations. C'est le chauvinisme humain, c'est l'intelligence limitée du cerveau humain, et puis c'est fin de l'homo sapiens, d'accord, c'est pas la même chose que humain. Il y a une distinction, mais là c'est humain. Certains humains sont égocentriques, etc. Voilà, deuxième élément, la nature humaine. Nous ne pouvons plus affirmer que ce que nous connaissons aujourd'hui comme la nature humaine n'aura qu'un successeur unique. En gros, il va y avoir des divergences dans ce qui jadis s'appelait homme, comme Homo sapiens, évidemment, d'un point de vue biologique, mais aussi ça va enclencher forcément des nouvelles conceptions de l'humanité. Et je vous donne un exemple complètement délirant, mais que j'aime beaucoup. C'est un livre qu'un ami m'avait montré il y a plusieurs années. C'est dans les années 90, il y avait Dougal Dixon, Man After Man. Je ne sais pas si vous n'en avez pas parlé la dernière fois, mais qui est assez dingue. Il avait fait un autre livre qui avait eu énormément de succès, c'était After Man tout court. Imaginons qu'il n'y ait plus d'hommes, comment les espèces évolueraient. On a été tiré une espèce de série à la télé, je ne me rappelle plus quand, sur une biologie. Et là, ce livre, je l'aime beaucoup parce que ça montre
en gros la possibilité du fantasme dans son fantasme, enfin en image. Qu'est-ce qu'il y a dans Man After Man? Il y a l'idée que c'est écrit là en dessous, là je sais pas si vous arrivez à lire. Each has gone through changes, artificial and natural, imposed from outside and from within, until neither resemble in the least the common ancestral creature. The name of the ancestral creature was Homo sapiens, it was ourselves. En gros, nous étions les Homo sapiens, maintenant vous allez voir ce qu'il y a dit. Alors, moi j'aime beaucoup l'iconographie très livre pour enfants, ça me fait penser Max et les Maxi Monstres, c'est super... c'est assez beau en vrai, même si c'est moche, enfin, c'est moche et beau, quoi. Mais en gros, le fantasme, c'est que les bifurcations vont démultiplier à partir de ces changements génétiques. Et donc ça, c'est un homme, mais c'est un autre homme, enfin, une espèce d'homme. Vous voyez en face, il y a l'autre espèce, là, les petits gens là qui sont tristes, qui vont voler parce qu'ils n'ont pas de capacité de reproduction. Donc ils vont chercher, eux, les adopter, puis, je sais pas, par un mécanisme un peu compliqué, ils arrivent à se reproduire. Là, c'est d'autres hommes plus qu'eux qui sont investis. Il n'y a plus d'animaux, mais du coup, les hommes se sont diversifiés par des bifurcations infinies et ils ont peuplé tous les espaces. Et d'ailleurs, après, il y a d'autres animaux. Là, les Engineered Pack Animals, c'est des humains. Et là, il y a aussi un petit humain, là. Un petit humain qui est sur un autre humain. Et ça, c'est un humain galactique qui vit dans l'espace. Mais c'est que des humains, c'est-à-dire que tout vient de l'Homo sapiens qui a bifurqué à partir de l'ingénierie technologique. Et ça me faisait plaisir de vous montrer ça, parce qu'il y en a plein, mais il y en a beaucoup plus. Le livre est vraiment excellent. Et c'est un délire imaginaire des années 90. Mais ce qui me plaît dans ce truc, c'est que, effectivement, à partir du moment où on peut faire des trucs génétiques modifiés, et que les formes sont... Enfin, le racisme, c'était tellement facile, juste parce qu'on avait des peaux un peu différentes et des gabarits un peu différents. Alors imaginez quand on peut juste ingénier des autres races, quoi. Enfin, bon, bref. Genre, ça va être encore plus facile, quoi. Non, mec, on t'a produit comme une merde, donc t'es une merde. Là, toi, t'as été produit sous homme, donc il n'y a pas de problème, tu restes un sous homme, quoi. Bon, dernier truc, parce que ça va devenir trop de trucs. Axiome 5, la technodicée est un appareil éthico-technologique de domination. Éthico, parce qu'en fait, c'est un système de valeurs. Et de domination, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc pour le pouvoir. Évidemment, personne n'est dupe. Tout ça, c'est juste pour essayer de trouver des concepts qui permettent de légitimer une forme d'ordre social du futur, technologique et politique. Pas forcément identique à ce qui est annoncé, mais juste, ça permettra de justifier un certain nombre de choses à l'avenir. Je vous ai mis des citations que je ne vais pas lire parce qu'on n'a plus trop le temps, qui disent que ouais, c'est pas seulement que l'homme il est en train de disparaître tout seul, c'est aussi faut l'aider un peu à disparaître, quoi. Là, quand Kevin Warwick dit vous serez des vaches dans le pré ou des chimpanzés, c'est un peu une menace, hein, c'est un peu genre attention, hein, soyez pas. Est-ce que qui veut être une vache? Et d'ailleurs, c'est complètement spéciste. Hein. Fondamentalement, la comparaison, l'analogie est spéciste. Ensuite, Gregor Pupink, par exemple, l'idée de droits post-humanistes imposeront et ouvriront des droits transhumanistes comme une étape du droit logique qui passe après le droit humaniste, puis le droit personnaliste, etc. Juste pour vous dire qu'il y a aussi une réflexion juridique, que c'est pas seulement technologique, il y a vraiment l'idée de mettre des institutions juridiques, et pour moi le droit est en gros l'espèce d'articulation en gros des fantasmes. Alors je vous montre un type qui est mort, mais qui était comme vous pouvez le dire, le pionnier de la pratique du surf en France. Non, en vrai, sérieusement, en gros, il a fait je sais pas, scientifique, protesté, conférencier, écrivain français, voilà. C'est une sorte de futurologue grand public. Oui, c'est ça. Depuis mon enfance, je voyais ce mec traîner à Bruxelles et publier des bouquins à succès. C'est ça, et il a du coup façonné la conception, et ben voilà, il dit un truc intéressant, qui est le dernier moment de cet exposé. Je suis désolé, c'était hyper long. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à terme? Implanter des sondes et des processeurs dans les neurones, c'est cool. Certaines zones de notre cerveau pourront être reprogrammées depuis un accès extérieur ou directement de l'intérieur, comme lorsque l'on pratique l'auto-hypnose ou la méditation. Alors moi, ce que je voulais souligner dans cette phrase, c'est justement cette espèce de... Bon, ça c'est subjectif, c'est moi qui dis ça. Mais il dit exactement, en gros, le conflit qu'il pourrait y avoir dans le futur, ou même actuellement. Normalement, il n'y a pas de conflit actuellement, il y a une espèce d'harmonie. Mais peut-être dans le futur, il y aura des gens qui diront, nous on préfère la méthode bio. Je déconne, hein, parce qu'en fait c'est caricatural, mais la méthode bio qui est, je vais m'auto-hypnotiser, je vais méditer, et puis ça va aller mieux.
Puis il y en a qui diront bah non, je préfère me foutre un implant cérébral. Évidemment, il y a aussi l'intermédiaire qui est on va bidouiller technologiquement dans nos garages, et puis on fera des trucs cool en apprenant des éléments techniques inventés et tout ça. Ça, c'est possible aussi, c'est dans ton milieu. Mais on peut imaginer très bien que dans l'avenir, les chimpanzés du futur, bah, ils feront de la méditation et de l'auto-hypnose et des trucs comme ça, et puis les transhumanistes, ils feront des électrodes dans le cerveau directement pour plus être tristes. Et ça, c'est une tension que je vous propose, juste pour voir, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pas en tant que délire extrême, mais comment on peut utiliser des petites choses. T'en parlais la dernière fois très rapidement de ce mec qui était paralytique, qui avait construit ses électrodes externes, qui lui permettaient de faire du vélo. Ce genre de choses, pour moi, c'est plus ça vers quoi il faut tendre, mais j'aime bien cette espèce de tension qu'il fait. Je voulais juste me dire ça, et je finis juste sur, peut-être la cerise sur le gâteau de la folie. Alors, José Delgado, c'est le neurophysiologue pionnier dans la technologie des implants cérébraux. Et alors, le mec, bah, je sais pas où ils ont trouvé cette citation dans le truc, si cette citation est réelle, mais à mon avis, il n'y a pas de raison qu'on falsifie les trucs, mais lui, il va hyper loin. Nous avons besoin d'un programme de psychochirurgie pour le contrôle politique de notre société. Le but est le contrôle physique de l'esprit. Le gars, il s'en fout. Genre, le mec, aucun problème. Chacun qui dérive de la norme donnée peut être chirurgicalement mutilé. L'individu peut penser que la réalité la plus importante est sa propre existence. Mais c'est seulement son point de vue personnel. Même si cette attitude libérale est très séduisante, ceci manque de perspective historique. L'homme n'a pas le droit de développer sa propre façon de penser. Nous devons contrôler le cerveau électriquement. Un jour, les armées et les généraux seront contrôlés par stimulation électrique du cerveau. Évidemment, il veut vendre ses implants cérébraux, dont il est pionnier, etc. On comprend qu'il soit Ce qui est vachement rassurant quand même. Mais voilà, ce qui est inquiétant, c'est que, un peu, vous savez, le fameux concept de la fenêtre d'Overton, là, vous dites des trucs horribles, et puis en fait, vous faites passer des trucs qui auraient été ultra horribles, mais un peu moins horribles par la relativisation. Donc voilà, il y a des mecs qui disent ça. Genre, la fenêtre d'Overton est assez large quand même dans le transhumanisme, tu vois. Genre, ça va quand même de assumer complètement que les hommes, on peut leur foutre des implants et après faire ce qu'on veut. Au fond, la vie privée, les problèmes de vie privée, vie publique, rapport du personnel, de l'intime, du collectif, déjà ils se posaient dans Facebook simplement parce qu'on mettait nos infos sur Internet. Imaginez que ça se posera quand on aura un implant dans le cerveau en mode oui, mais enfin c'est un peu public aussi ce qui se passe dans ton cerveau. Enfin, voilà. C'est un. Ouais. Ça marche plus trop, ça vieillit. Exactement. Lui, l'imaginaire derrière il est mort, lui. Lui, il est né en 1915, c'est pour ça que je finis sur un des vieux archaïsmes. Là, je ne veux pas dire ça, c'est juste que j'aimais bien l'expression d'être un bioconservateur. Ouais. Si on s'oppose aux transhumanistes, on est un bioconservateur. Et du coup, c'est encore une autre tension, et j'aimerais savoir comment on fait pour être opposé à un certain trait du transhumanisme, sans être un bioconservateur. Comment on fait pour ne pas s'implanter des électrodes forcément toutes les 5 minutes dès qu'on est triste, sans devenir des espèces d'adeptes du chamanisme délirant, mais peut-être de formes plus subtiles, de pratiques hypnotiques, méditatives, pourquoi pas. Mais voilà, en gros, c'est sur cette tension que je voulais finir. Tout ça, c'était que des esquisses, des figurations, un peu bancales. Je ne maîtrise pas toutes les données de ce que je dis, c'est à partir d'une source un peu réduite, etc. Mais c'est juste pour permettre de structurer un certain nombre d'éléments. Et moi, je trouve que les quelques actions qu'on sort permettent de partir pour débattre de ce que ça pourrait être le progrès, cette fois, non pas selon eux, mais selon nous, étant donné qu'on a vu que leur progrès, il est peut-être pas tout à fait clair, en tout cas au niveau idéologique, politique, institutionnel, au niveau des rapports entre les hommes et les femmes, au niveau de plein de possibilités, leur progrès, il n'est pas clair, quoi. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment on pourrait garder quelque chose, évidemment, de la technologie. De toute façon, moi, je ne veux pas me passer de mon ordinateur et de bidouiller certaines choses. Ou de pacemaker. Ou de pacemaker, exactement, et tout ça. Et pourtant, eux, ils utilisent tous ces arguments. J'ai pas mis ça, mais j'aurais pu rajouter un axiome 6, c'était chantage affectif. Ouais. En gros, à chaque fois, un transhumaniste, il dit « À quoi vous voulez que les gens qui ont le Parkinson, en fait, ils souffrent, vous voulez que les paraplégiques, ils puissent pas utiliser des bras, vous voulez pas que les gens qui voient rien, ils puissent pas voir, vous voulez pas que les gens qui ont un cœur... » Voilà, le pacemaker permet de vivre. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que... après, c'est le problème peut-être de ça, c'est des épouvantails, quoi. Ouais. Mais parce que je me dis, le mec qui s'intéresse, après tout, pourquoi pas, la technologie c'est bien, etc. Mais pourquoi est-ce que ne pas accompagner ça d'éthique, quoi? Il n'y a pas des conseillers éthiques, il n'y a pas des gens qui, voir ces gens-là... Mais justement, mais ça fait pas... Bon, là, j'ai pas analysé ça, j'ai pas montré ça, ni rien.
Mais c'est... bon, si on peut discuter à table.